Bonjour tout le monde, c'est quand même dingue de se dire que chaque jour, le cœur humain bat environ 100 000 fois, et ça sans jamais s'arrêter. Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage pour explorer ensemble les mécanismes fascinants qui permettent à cette machine incroyable de pomper le sang sous pression. L'idée, c'est vraiment de faire le tour de cette unité vitale de notre corps de manière super visuelle et directe. Au programme aujourd'hui, 6 grandes étapes. D'abord, les tissus cardiaques et l'automatisme. Ensuite, la mécanique et l'électricité. En 3, la régulation nerveuse. Puis on passera à la pression artérielle, au contrôle hormonal, et on finira par quelques questions de révision pour bien tout ancrer. C'est parti. Première partie donc, tissu cardiaque et automatisme. En fait, le cœur, c'est principalement deux types de tissus super différents, mais qui font vraiment la paire. D'un côté, on a le myocarde. Ça, c'est le muscle de travail. Il est formé de fibres striées, remplies de mitochondries. Et heureusement qu'il y a plein de mitochondries, parce qu'il lui faut une énergie colossale pour se contracter en permanence. Et puis, de l'autre côté, on trouve le tissu nodal. Lui, il est presque vide de fibres contractiles. Son rôle, c'est d'être le générateur électrique interne. Il est conçu pour produire des signaux électriques tout seul, de façon complètement spontanée. Et petite parenthèse, tout ça est bien emballé, tapisé par l'endocarde à l'intérieur et ultra protégé par le péricarde à l'extérieur. Et c'est exactement ça qui nous amène à la notion d'automatisme cardiaque. C'est un concept fascinant, les expériences l'ont prouvé. Si on prend un cœur de grenouille isolé et qu'on le plonge dans un liquide physiologique de Ringer, eh bien, il continue de battre. Bref, il n'a pas besoin qu'un cerveau lui donne des ordres. La commande vient de l'organe lui-même, grâce à l'auto-excitation de ce fameux tissu nodal. C'est littéralement magique. Bon, petit moment de rappel actif pour bien mémoriser tout ça. Si on repense aux célèbres expériences de ligature de Stanus, vous savez, ces expériences historiques faites sur le cœur de grenouille pour isoler d'où vient l'automatisme, quel est le nœud bien précis qui dicte le rythme normal de tout le cœur. On prend une petite seconde pour y réfléchir. Eh oui, c'est le nœud sinusal. C'est vraiment le centre de commande en chef, notre pacemaker naturel. C'est lui qui donne le tempo de base. Un tempo qui va ensuite se propager, être relayé par le nœud septal, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. C'est toute cette chaîne qui assure une contraction parfaite et hyper bien coordonnée. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, mécanique et électricité. Alors, un battement complet, ce qu'on appelle une révolution cardiaque, ça se fait toujours en 3 temps bien précis. Étape 1, la systole auriculaire. Les oreillettes se contractent pour chasser le sang vers les ventricules. Étape 2, la systole ventriculaire. Là, c'est une contraction massive des ventricules qui propulse le sang dans les grandes artères. Et étape 3, la diastole générale. Tout se relâche. Et il y a un truc assez fou quand on regarde les durées de plus près. Si on fait le calcul, le cœur passe beaucoup plus de temps à se reposer, donc en diastole, qu'à travailler en systole. C'est exactement pour ça qu'il est infatigable. Voyons maintenant le lien avec l'électricité, grâce à l'électrocardiogramme, le fameux ECG. La règle absolue ici, c'est que l'activité électrique précède toujours la mécanique. L'onde P, c'est le déclencheur électrique de la contraction des oreillettes. Ensuite, le complexe QRS, qui est le gros pic qu'on voit toujours sur les moniteurs, ça déclenche la puissante systole des ventricules. Et pour finir, l'onde T correspond à la repolarisation. En gros, le muscle recharge ses batteries et se prépare pour le prochain cycle. Allez, une autre petite question pratique pour tester nos connaissances sur l'excitabilité. Durant quelle phase exacte le muscle cardiaque est-il dans une période réfractaire absolue, c'est-à-dire le moment où il refuse catégoriquement de répondre à une stimulation électrique externe, peu importe son intensité? Eh bien, c'est pendant la systole. En fait, si on envoie une excitation électrique pendant la diastole, ça crée un battement en avance, une extrasystole. Mais pendant toute la durée de la systole, le cœur est totalement inexcitable. C'est une sécurité biologique incroyable. Ça rend absolument impossible la tétanisation du cœur, contrairement aux muscles de nos bras ou de nos jambes, par exemple. Heureusement pour nous. On passe à la troisième partie, la régulation nerveuse du cœur. Pour retenir ces deux systèmes, l'analogie de la voiture est juste parfaite. Le système parasympathique, c'est le frein. Son rôle, c'est de ralentir le cœur. Il est cardiomodérateur. À l'inverse, le système sympathique ou orthosympathique, c'est carrément l'accélérateur de la voiture de sport. Il booste le muscle, il est cardio-accélérateur. Si on rentre un tout petit peu dans les détails nerveux, on repense direct à la géniale expérience de Lowy avec les cœurs perfusés. La voie parasympathique, donc le frein, elle passe par le nerf vague, le fameux nerf X, et il utilise un messager chimique qui s'appelle l'acétylcholine pour ralentir le rythme. De l'autre côté, la voie sympathique, l'accélérateur, utilise des terminaisons nerveuses qui libèrent de l'adrénaline ou de la noradrénaline. Et bim, ça stimule illico la fréquence et la force des battements. Quatrième partie, on va parler de la pression artérielle. Bien sûr, tout ce travail de la pompe cardiaque, ça impacte directement la pression artérielle.
C'est tout simplement la force que le sang exerce sur la paroi élastique de nos artères. On la mesure avec un tensiomètre et on obtient 2 chiffres qui correspondent pile poil au cycle du cœur. Le chiffre le plus haut, la pression systolique, c'est la force du sang pile au moment où le ventricule se contracte et éjecte le sang. Et le chiffre le plus bas, la pression diastolique, c'est la pression minimale qui reste dans les tuyaux pendant que le cœur se relâche. Avant-dernière étape, la section 5, le contrôle hormonal de cette fameuse pression. Parce que pour que nos organes soient toujours bien irrigués, il y a toute une machinerie hyper complexe qui veille au grain. On a des capteurs, appelés les barorécepteurs, situés dans le sinus carotidien et la crosse aortique, qui surveillent la pression en permanence. S'il y a une baisse de tension, une hypottension, le cerveau déploie direct l'artillerie lourde, hormonale. D'abord, l'adrénaline débarque pour resserrer les vaisseaux, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. En même temps, un système au nom un peu barbare, le système rénine-angiotensinale-aldostérone, force les reins à garder le sel. Et enfin, l'ADH, l'hormone antidiurétique, lance une réabsorption massive d'eau. C'est vraiment un travail d'équipe redoutable pour augmenter le volume sanguin et faire remonter la pression à un niveau normal. Allez, on arrive à notre 6e et dernière partie, quelques questions pour tester nos réflexes. Première situation. Que se passe-t-il exactement sur le rythme du cœur si, expérimentalement, on vient sectionner les nerfs vagues, les nerfs X? Pour trouver, il faut juste se rappeler du rôle précis de cette fameuse voie parasympathique. Exactement, ça provoque une accélération permanente, c'est-à-dire une tachycardie. Vu que le système parasympathique agit comme un frein continu sur notre cœur, couper ses nerfs, c'est carrément lâcher la pédale de frein. Sans cette inhibition constante, l'automatisme interne d'une sinusale s'exprime à fond et le rythme s'emballe naturellement. Et au fond, c'est ça qui est vertigineux quand on y pense. On a là un organe équipé de son propre générateur, capable de battre à un rythme effréné, tout seul. Mais c'est l'équilibre parfait de notre système nerveux et de nos hormones qui le maintient sous contrôle strict et assure notre survie à chaque seconde.